Alors maintenant, on a notre star des réseaux sociaux, Julia Faure, qui va nous parler des combats aujourd'hui dans l'industrie textile. Julia, alors je ne te vois pas parce que je suis à contre-jour. Voilà. Merci. Non mais star des réseaux sociaux, c'est vraiment parce que vous y êtes pas, quoi. Du coup, en fait, ils me voient dans des vidéos, ils se disent ah bah ça doit être une meuf de TikTok. Enfin, c'est pas du tout. Moi, je me présente, je suis la cofondatrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Loom. On a été très gentiment invités par votre association cette année. Et je vais pas vous parler de lin et de chanvre parce que vraiment tout ce que je connais, je l'ai appris entre hier après-midi et aujourd'hui. Mais c'est très plaisant d'aller dans un rendez-vous institutionnel où c'est plutôt bien vu d'avoir une chemise froissée. C'est pas souvent le cas. Donc moi je suis à la tête d'une marque de vêtements, on peut dire éthique engagée. En gros, on pense qu'il faut qu'il y ait moins de vêtements qui soient produits et consommés dans le monde et que ces moins de vêtements soient mieux produits avec des meilleures matières dans des meilleures conditions. Et je suis aussi représentante de mouvements patronaux. Le premier, c'est En Mode Climat, qui rassemble plusieurs centaines d'entreprises du secteur textile, marques et industrielles. Et en gros, on se bat pour avoir des lois qui régulent la fast fashion. Voilà, pour le dire simplement. Et je suis aussi à la coprésidente de Impact France, qui est une sorte de MEDEF des entreprises engagées. Et j'ai moins de 40 ans. C'est bon. Donc voilà, non. Pourquoi toutes ces casquettes? C'est parce que nous, on a un combat, c'est remettre l'industrie textile à l'endroit. Et bon, si vous devez un petit peu avoir senti que depuis une trentaine d'années, ça va vraiment pas du tout dans le bon sens. Et bon, il y a de nombreux problèmes actuellement liés à la mode, à l'industrie du vêtement. Et une partie de la solution, c'est de relocaliser la production de vêtements en France. Il y a un paradoxe dans le textile, c'est que en France, on n'a jamais consommé autant de vêtements neufs. Il y a les nouveaux chiffres qui sont sortis. Vous savez, c'est combien par personne les vêtements neufs par an? Ouais, 42. Ok, il y a des gens qui connaissent les chiffres. Ouais, c'est ça. Donc on achète 3,5 milliards de vêtements neufs. C'était 3,3 milliards l'année dernière. C'est 3,5. Ça fait une cinquantaine de pièces textiles neuves par an. Ça inclut le linge de maison, etc. Donc les Français n'ont jamais consommé autant de vêtements. Et il n'y a jamais eu aussi peu d'industrie textile en France. C'est-à-dire que plus on consomme de vêtements, plus c'est mauvais pour l'industrie textile française. On comprend pourquoi, quoi. Il n'y a pas longtemps, on parlait avec un patron d'usine dans l'Est, et il nous disait, en fait c'est pas c'est à mon associé qui disait ça, mais je reprends le truc pour que l'histoire soit plus crédible. J'ai commencé l'industrie textile en 87, je n'ai géré qu'une seule chose, la récession. C'est ça, hein, l'état de l'industrie textile en France. C'est que on n'est pas sur une espèce de pente croissante, etc. Enfin, les industriels gèrent de la récession avec, il y a eu des petites parenthèses enchantées, Covid et masques, etc. Mais globalement, et vous devez le voir autour de vous, tout ce qui est teinturerie, filature, tisseur, fabricant, atelier, dans l'ensemble, ça va plutôt pas bien. Donc ça, c'est le cas de l'industrie textile. Est-ce que c'est le cas de tout le textile en France? Non. Un petit village d'irréductibles agriculteurs et industriels du Nord-Ouest résiste. Donc c'est quand même ça qui est beau, c'est-à-dire que l'industrie textile française va pas bien, sauf pour ce qui est du lin et du chanvre. Enfin, chanvre, j'en sais rien, je vais juste parler de lin parce que j'ai connais. Donc en Europe, l'Europe, premier producteur mondial de lin, donc 87% en France. Enfin, ça va bien en fait. Dans tout le secteur textile, le lin va bien. Plus 128% d'augmentation de la surface agricole entre 2014 et 2024. J'ai pris que les chiffres que j'ai trouvés sur le site de votre asso, donc s'ils sont faux, vraiment, prenez-vous-en à vous-même, quoi. Donc ça, c'est un mouvement qui donne beaucoup d'espoir. Enfin, vraiment, ça donne beaucoup d'espoir. Et donc, qu'est-ce qui fait que le lin a résisté à la délocalisation? Tout le reste est parti, mais le lin est resté. Bon, c'est le vrai avantage comparatif de la France, le terroir, quoi. Vous le savez, les sols, le climat très particulier de la région font que la production de lin, il faut lin et chanvre et tout, il faut que ça soit fait par ici, en tout cas si on veut en faire de la qualité, donc ce n'est pas délocalisable. Donc c'est vraiment un avantage compétitif comparatif de fou. On a quelque chose que les autres ne peuvent pas nous voler. Parce que ce que les autres ont pu voler, ils l'ont fait. Ce que les autres ont pu délocaliser, ils l'ont fait.
Mais il y a quand même quelque chose qui cloche, parce que le lin subit le syndrome de la pomme de terre, qu'on connaît peut-être dans l'agroalimentaire. Il y a peut-être des gens qui font du lin et de la pomme de terre en même temps. C'est-à-dire que la France est le premier exportateur mondial de pommes de terre, mais on est gravement déficitaire. C'est-à-dire qu'on exporte de la pomme de terre, mais on apporte de la chips, du flocon de purée et autres produits transformés. C'est-à-dire que les étapes de valeur ajoutée industrielle se font ailleurs, se font pas dans notre pays. Et c'est la même chose pour le lin. C'est-à-dire qu'on produit la matière première, mais je vais pas. Vous savez que essentiellement la filature, le tissage, la fabrication de vêtements et tout se font pas chez nous et plutôt en Asie. Et donc quand on laisse partir les étapes de valeur ajoutée, on laisse partir la valeur, la richesse, mais aussi les emplois, les savoir-faire, la souveraineté. C'est pas un bon calcul. Je veux dire, stratégiquement, il vaut mieux importer la matière première et garder la valeur ajoutée, quoi. C'est généralement ça qu'on fait. C'était ce que faisait la France avant. Donc, c'est un problème pour notre économie, c'est un problème pour les emplois, mais c'est aussi une catastrophe environnementale. Et je ne parle même pas de lin bio ou pas bio, je parle juste la même chemise en lin, si vous la fabriquez en France ou en Chine. En France, donc cette chemise, c'est 1,8 kg de CO2. En Chine, c'est 8,6 kg de CO2. C'est une question de carbonation de l'énergie, du transport, etc. Donc, c'est presque 5 fois plus de gaz à effet de serre. Donc, ça n'a aucun sens stratégiquement pour notre pays, ça n'a aucun sens écologiquement. Vraiment, c'est absurde de ne pas, c'est absurde que les étapes de la valeur ajoutée du lin ne soient pas chez nous. Donc, on a intérêt, en tout cas, territorialement, nationalement, individuellement, à remonter une vraie filière de transformation du lin en France. D'abord parce que ça créerait de l'emploi et de la valeur chez nous. Ensuite, parce que ça serait mieux écologiquement, mais aussi parce que ça pourrait être le vrai socle d'une réindustrialisation générale du textile en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si y a le lin, ça permet de maintenir sur notre territoire des savoir-faire textiles et certains maillons clés de notre industrie textile. Je pense notamment aux usines de teinture. On sait qu'elles souffrent et on n'est vraiment pas bien si les dernières usines de teinture de France, elles mettent la clé sous la porte. Donc, relocaliser les étapes de valeur ajoutée du lin, ça permet de renforcer ces maillons de la chaîne de l'industrie textile française qui est déjà très faible. Et si par exemple les teintureries ferment, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire comment on va faire pour refabriquer des vêtements en France si on ne peut plus les teindre. Donc aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de relocalisation de l'industrie du vêtement. Parce que aujourd'hui, on peut le dire, la France ne sait plus s'habiller toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'a plus d'industrie textile alors qu'on était le pays de la mode ? Il y a Roubaix pas loin, vous pouvez aller voir les belles cheminées de cette ville qui était un cœur textile. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le vêtement, c'est le candidat idéal de la délocalisation. Donc, dès qu'on a eu l'invention des conteneurs et la mondialisation, c'est-à-dire ce qui permet de transporter à bas coût des grandes quantités, qui permet de transporter à bas coût d'un bout à l'autre du monde, le vêtement a été le premier. C'est facile à transporter, c'est pas périssable, c'est léger et ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc vraiment, c'est très très intéressant d'aller le faire produire là où les gens sont les mal payés et ensuite de le vendre ici. Donc il y a eu les années 70, la mondialisation, les conteneurs, et le coup de grâce, ça a été la fin des accords multifibres. Je sais pas, il y en a certains, j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous dans la salle. En 2005, en fait, fin des quotas d'importation de la Chine vers la France. Vous voyez les accords multifibres, vous voyez à peu près ce que c'est ? Bon, c'est pas très important. Bref, une règle de protection de l'industrie française qui saute. Et donc il y a un chiffre, les importations de pantalons qui viennent de Chine font x7 en 6 mois. Donc ça a été le coup de grâce pour l'industrie textile. Les conséquences des délocalisations. La première conséquence, c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, c'est le déficit commercial. Le textile, en gros, pour que les Français consomment 50 vêtements neufs par an et qu'il n'y ait quasiment plus rien qui soit fait en France, ça veut dire qu'on fait tout venir de loin. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui sort du pays et qui ne rentre pas. Et donc le déficit commercial qui est lié au textile, c'est de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros par an. Enfin, c'est énorme, c'est... troisième industrie, troisième ou deuxième, Guillaume, c'est le chiffre. 20% de notre déficit hors énergie, troisième industrie déficitaire. Donc c'est vraiment un truc... Enfin, économiquement, c'est une catastrophe de faire venir autant de vêtements de l'autre bout du monde. Et ensuite, il y a toutes les conséquences que vous connaissez parce qu'elles ont marqué nos territoires.
Disons d'abord une chose, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences terribles pour notre pays. La délocalisation a des conséquences pour notre pays, mais c'est terrible aussi pour les pays fabricants. Enfin, je veux dire, on n'obtient pas des t-shirts à 4 € dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que vous avez vu tous les scandales du textile, hein, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, au Bangladesh, les gens qui fabriquent nos vêtements sont payés une centaine de dollars par an. C'est à peine suffisant c'est très largement insuffisant pour vivre dignement. Et ça veut dire aussi pour vendre en France un t-shirt à 4 €, ça veut dire que par exemple, quand vous faites votre teinture et au moment de rejeter l'eau dans la rivière, vous le faites pas passer par la station d'épuration parce que vous avez besoin d'économiser chaque centime. Donc il faut d'abord avoir en tête que ces délocalisations, c'est d'abord une catastrophe pour les pays qui fabriquent. Et c'est pas toujours le discours qu'on entend. Ces vêtements sont obtenus avec des conditions sociales indignes et des conditions environnementales indignes. Donc c'est la première chose, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, il y a des conséquences qui sont catastrophiques chez nous. Quand on produit là-bas, on ne produit plus ici, donc les usines ferment. Rien qu'entre les années 90, c'est-à-dire que la délocalisation avait déjà commencé, rien qu'entre les années 90 et 2010, c'est 200 000 emplois qui ont disparu. C'est Guillaume qui sait les chiffres. Et en fait, c'est assez particulier les emplois qu'on perd parce que c'est des emplois dans les territoires. Vous savez, on crée des emplois à Paris, mais on en perd à Roubaix, et ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à résorber en fait. Donc on n'est pas loin de Roubaix. Roubaix aujourd'hui, qui était un bassin textile hyper puissant, le taux de chômage c'est toujours de 30%. Voilà. Et en fait, quand vous fermez une usine, il y a aussi toute une destruction d'emplois indirects. En fait, l'usine du village qui ferme. Moi, je viens de Lorraine, je viens du Nord-Est, donc c'était aussi un bassin industriel. Donc, si vous fermez l'usine, toute l'économie locale, elle met aussi la clé sous la porte, quoi. Enfin, c'est le poumon économique qui s'essouffle. Donc, on a des centaines de milliers d'emplois qui ont disparu dans l'industrie et des centaines de milliers, on ne sait pas combien d'emplois indirects qui ont disparu aussi. Et le paradoxe, c'est qu'on se dit, ok, on n'a plus l'industrie textile, du coup on produit plus, comme on délocalise l'industrie textile, ça fait baisser le prix des vêtements, donc on en vend plus, les gens consomment plus de vêtements, on se dit, ça va créer de l'emploi dans le commerce. Mais non, en fait, ça détruit aussi de l'emploi dans le commerce de vente et d'habillement, c'est-à-dire qu'entre les années 80 et aujourd'hui, on a multiplié par 2 la consommation de vêtements. Il y a 30 000 emplois dans la vente de vêtements qui ont disparu. Parce que si vous vendez un t-shirt 4 €, il n'y a plus assez de valeur dans ce t-shirt pour payer les gens qui le vendent non plus. Il n'y a pas assez de valeur pour payer les gens qui le fabriquent, il n'y a pas assez de valeur pour payer les gens qui le vendent. Donc on remplace les vendeurs par des rayons libre-service, et les gens à la caisse par des caisses automatiques. Et en fait, les vêtements sont plus vendus chez Leclerc que dans des commerces de centre-ville. C'est ça ce qui se passe. Et enfin, la dernière chose dont on peut parler, c'est que faire disparaître l'emploi ouvrier en France, c'est aussi une perte de statut social extrêmement fort. C'est pas la même chose d'être livreur que d'être ouvrier. Dans les usines, on pouvait développer de vrais savoir-faire techniques valorisants. Les métiers donnaient une vraie fierté, une place dans la société locale, mais un peu comme le métier d'agriculteur. Enfin, je trouve que d'autant que les vêtements, parce qu'on voit ce qu'on produit et on voit que ce qu'on produit sert à la société. Les vêtements et tissus étaient fabriqués, étaient des objets tangibles, visibles de tout. Le tout dans une vie locale riche et structurée par la présence des usines sur ces territoires, formaillage des bistrots et cafés, clubs de foot ouvriers, création d'associations d'éducation populaire par les syndicats, etc. Il y a une citation de Benoît Coquart, qui est un sociologue qui a beaucoup étudié le Grand Est, qui dit « L'activité industrielle offrait un moyen de cultiver des appartenances communes dont on pouvait se sentir fier. On était de tel ou tel village, il y avait des cafés et des bistrots, des associations, une usine à 2 pas. Aujourd'hui, les métiers qui ont remplacé les métiers ouvriers, ceux du soin, de l'aide à la personne, de la logistique, ils sont cruciaux, mais ils sont moins valorisés socialement. Ils sont moins visibles, ils donnent plus la même place dans la société locale. Donc ce changement de statut, ça crée des divisions au sein même des territoires. Il y a les personnes sans emploi ou qui enchaînent les petits boulots, elles se retrouvent fortement stigmatisées. Problèmes sociaux, problèmes économiques et bien sûr problèmes écologiques. Enfin, c'est quand on... Bon, déjà, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la matière première dans le textile, ça pollue. Enfin, j'espère que vous le savez, sinon pourquoi vous faites du lin bio? Enfin, vraiment. Donc, les matières textiles polluent, on est d'accord, et le lin, c'est à peu près, le lin bio et le chanvre bio, c'est à peu près la matière la moins polluante qu'on peut utiliser pour le textile. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça dans cette salle? C'est bien. Et pourtant, si on décidait de produire actuellement, si on décidait de remplacer toutes les matières de vêtements, enfin tous les vêtements, si on décidait de les produire en lin ou en chanvre, même pas bio, mais bio, ça serait une situation quasiment aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Pourquoi ? On a fait un rapide calcul. Pour produire assez de lin, pour produire les 50 millions de tonnes annuelles de vêtements produits dans le monde, linge et chaussures, il faudrait plus de 50 millions d'hectares de champs de lin, soit 4 fois la surface française, dédiée aux grandes cultures.
Donc on voit en fait que il y a un palier. On ne pourrait pas produire autant de lin pour faire tous les vêtements actuellement. Et c'était ça, la beauté des matières naturelles. C'est que la disponibilité des terres constituait un plafond naturel à la quantité de vêtements produites. Et avec l'arrivée des matières synthétiques, on a fait exploser ce plafond. On ne va plus chercher les matières dans le sol, mais dans le sous-sol. Et aujourd'hui, 70% des fibres textiles utilisées viennent du pétrole. C'est comme ça qu'on a réussi à multiplier par 2 la production de vêtements. Sinon, on ne pourrait pas produire autant de vêtements, même en coton, et en lin encore moins. Et c'est ça le véritable problème du textile. Il y a énormément de problèmes dans le textile, mais le problème majeur, c'est qu'on produit et qu'on consomme trop de vêtements. Les délocalisations, en faisant baisser drastiquement le prix des vêtements, ont fait exploser la quantité de vêtements produits et consommés. x2 entre les années 80 et aujourd'hui. Une vingtaine de vêtements neufs par Français dans les années 80, c'est une quarantaine aujourd'hui, alors que la population n'a pas fait x2. Et ça continue d'augmenter. Entre l'année dernière et cette année, on a fait encore plus de 2%. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à croire comment on arrive à consommer toujours plus de vêtements neufs. Et il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que produire un vêtement, même si on le produit très bien, c'est polluer. Vous le savez. Produire un vêtement, il faut utiliser des ressources, de l'eau, il faut faire tourner un tracteur, il faut faire tourner le teillage, moi je dis dans le meilleur des cas, il y a de l'électricité, il y a de l'air comprimé, c'est des ressources qui sont consommées. Et c'est pas grave, c'est normal, la vie humaine, elle a un impact sur la nature. Ce qui est absurde, c'est de faire exploser le gaspillage de vêtements qui induit une explosion de cette pollution. Donc si on veut résoudre la question de l'impact environnemental du textile, il faut produire beaucoup plus de vêtements en lin et chanvre bio, mais surtout, il faut produire beaucoup moins de vêtements. Je reprends, ça c'était pour avoir un... Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut relocaliser l'industrie textile en France ? On l'a compris, on est d'accord. La disparition de l'industrie textile, ça a créé un paquet de drames sociaux, environnementaux, économiques. Mais est-ce que la solution, c'est de relocaliser en France ? Si je reprends le sujet de la balance commerciale, peut-être qu'on importe beaucoup de vêtements, mais on pourrait exporter plein d'autres choses dans un autre secteur et ça compenserait, quoi. C'est vachement une idée française, là, on vouloir réindustrialiser d'autres secteurs économiques à plus haute valeur ajoutée et laisser le textile, comme il y a beaucoup de main-d'œuvre, au pays à bas coût. Et en gros, l'idée, on importe des t-shirts, mais on exporte des avions. C'était un conseiller de Bruno Le Maire qui disait « L'avenir industriel n'est pas dans la fringue, mais dans la montée en gamme ». Le problème, c'est quand on commence à désindustrialiser, ça fait appel d'air. Vous savez, au début, on a délocalisé du textile seulement la confection. C'est là, c'est la main-d'œuvre, on n'arrive pas à faire ça, on laisse partir. Mais en fait, les autres pays, ils sont pas bêtes. Et après, ils deviennent forts aussi en tissage, aussi en filature, et c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est terrible ce qu'on a perdu en termes de savoir-faire industriel, et c'est incroyable ce que les Chinois ont réussi à développer, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, on a perdu la confection, tissage, filature, ennoblissement et tout, mais là on commence aussi à perdre les marques. La Chine, la marque qui est la plus vendue en France, vous l'avez entendu parler, cette marque d'ultra fast fashion, c'est une marque chinoise, et son succès et son efficacité est extrêmement lié à son extrême proximité avec les usines, avec une industrie textile. Donc quand on commence à laisser partir une partie de la chaîne de valeur, ça tire tout le reste, quoi. C'est pour ça que c'est important de tout maintenir, parce que les pays en face, ils veulent pas juste fabriquer sur les valeurs sur les chaînons qui ont moins de valeur ajoutée, ils sont pas bêtes. Donc, on peut relocaliser. Alors, ça va pas être facile. Et sur la confection, par exemple, effectivement, il y a un coût de fabrication qui est très différent. Mais sur la fabrication de tissus, c'est pas beaucoup plus cher de faire ici que de faire là-bas, parce que la fabrication de tissus, c'est beaucoup de machines. Et une machine, ça coûte le même prix qu'elle soit à Caen ou à Canton, quoi. Donc, il faut beaucoup de machines et assez peu de main-d'œuvre pour faire tourner. Donc, il y avait une étude de la Fédération des fabricants de machines textiles qui disait que pour un mètre de tissu, c'est 27% plus cher à fabriquer en Italie qu'en Chine. Donc, l'Italie, c'est un coût de main-d'œuvre qui est un peu truc comme ça. Et ça, c'est sur le mètre de tissu. Donc, si vous la matière dans un vêtement, c'est rarement plus de 30% du prix, quoi. Donc ça veut dire que ça fait pas un différentiel énorme de produire en termes de surcoût pour le consommateur, de produire ici que là-bas. Et en plus, avec le temps, on pense bien qu'il va y avoir une augmentation des coûts de transport j'espère quand même une augmentation des coûts de main-d'œuvre dans les pays émergents. Et donc ça fera réduire
cet écart. Donc, n'en déplaise à ce conseiller de Bruno Le Maire, penser que le textile est une industrie du passé qui doit disparaître, penser que le textile est une industrie du passé qui doit disparaître et qu'il faut uniquement monter en gamme pour construire des fusées ou des semi-conducteurs, c'est plutôt une mauvaise idée. D'ailleurs, on nous répète depuis des décennies que l'industrie française doit se spécialiser dans les hautes technologies pour s'en sortir. Force est de constater que ça a été une stratégie assez peu payante. Il est sans doute illusoire de vouloir se spécialiser dans les industries à haute valeur ajoutée si on ne possède pas les savoir-faire de base et si on n'a plus de culture industrielle globale. Et puis, est-ce que c'est pas un peu naïf de penser que les pays émergents vont se contenter de fabriquer du bas de gamme ? On en revient de ça. Hein. La Chine et l'Inde sont en train de démontrer qu'elles peuvent réussir dans les plus hautes technologies, aéronautiques, véhicules électriques en Chine, spatial ou semi-conducteurs en Inde, et même la fabrication de machines. Et c'est eux qui le font maintenant, hein. C'est plus nous. Donc en réalité, il faut que la France redéveloppe une industrie aussi sur les produits de grande série, pas seulement sur les produits de luxe. Ça peut être dans l'agroalimentaire ou l'automobile, mais aussi dans l'industrie textile. Que ce soit dans les tissus techniques ou les étapes amont de fabrication des vêtements, on peut y parvenir. C'est ce qui peut permettre de réduire notre déficit commercial. Au lieu de vouloir monter en gamme et vendre des objets à l'étranger, comme des avions ou des sacs à main, on peut aussi fabriquer localement ce qu'on consomme. Alors comment on fait ? Dans l'agriculture comme dans le textile, on produit localement et ça coûte généralement plus cher. Et pourquoi ça coûte plus cher de produire chez nous ? Parce qu'on a des normes sociales et environnementales qui sont importantes. Et ça devrait être notre fierté, ça devrait être notre force. Donc ce qui est fait en France, parce que c'est mieux fait, coûte plus cher que ce qui est fait loin. Et on explique cette différence de frais. Hein. Enfin, moi, j'ai été visiter les usines au Bangladesh. Les horaires, c'est insupportable. Les salaires sont extrêmement bas. Enfin, c'est des conditions de travail indignes. Et je suis sûre que dans l'agriculture, vous êtes bien placé pour savoir qu'on interdit ici des choses qu'on autorise là-bas. Et c'est pas une bonne chose qu'elles soient autorisées là-bas. Déforestation, soja, pesticides, etc., etc. Donc, de manière générale, plus une pratique est délétère pour l'intérêt général, moins elle est coûteuse. Donc structurellement, ce qui est fabriqué en France est toujours plus cher et donc est toujours plus compétitif. C'est ce qu'on appelle la prime au vice. C'est-à-dire que pour une entreprise, c'est toujours moins cher de faire mal que de faire bien. Et pourtant, on a conscience de ça, on a des normes sociales de ouf et on accepte à bras ouverts des produits qui, non seulement sont faits dans des conditions qui seraient intolérables chez nous, mais en plus qui viennent ruiner notre économie locale parce qu'ils font une concurrence déloyale à ce qu'on fait. C'est pour ça que l'industrie textile, elle ne tient pas le coup. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes fabricant, vous êtes un atelier face à des t-shirts à 4 €? Bref, si on veut retrouver une compétition loyale, il faut changer les règles du jeu. C'est ça qui ne peut pas continuer. Donc l'idéal, ça serait de faire en sorte que les pays à bas coût adoptent des normes sociales et environnementales aussi ambitieuses que les nôtres. Mais ça risque de prendre du temps. Donc en attendant, il faut pénaliser, freiner les importations de vêtements dont la fabrication se fait dans les pays moins-disants socialement et écologiquement. Je pourrais vous donner des manières de faire, mais on en parlera une autre fois. Là, je veux juste vous parler très rapidement d'une loi qui vient d'être adoptée au Sénat. C'est la loi, on l'appelle fast fashion. Et elle dit 2 choses, les vêtements de la fast fashion, interdiction de la publicité et malus. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte, c'est un système de bonus-malus, c'est que les bonus ensuite aillent au Made in France, au Olympio, etc. Mais ça, c'est un exemple de réglementation qui vient freiner cette prime au vice, qui vient freiner cette concurrence déloyale. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il commence à avoir une prise de conscience des effets délétères de l'industrie textile, en particulier du modèle de la fast fashion aujourd'hui, et de l'importance d'avoir une industrie française. C'est-à-dire la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est possible. Et franchement, pendant longtemps, nous, on nous a dit mais non, c'est pas possible, pas de réglementation, l'Europe, nanana, Conseil constitutionnel, nanana et tout. On a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée à l'unanimité, qui a été adoptée au Sénat à l'unanimité. Il y a encore d'autres étapes pour qu'elle passe. Mais quand il y a une mobilisation des acteurs de la filière, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que cette réglementation, elle seule, va permettre de faire renaître une industrie du vêtement en France ? Non. C'est un préalable absolument nécessaire, mais ça ne suffira pas. Quand une forêt est presque totalement rasée, elle ne repousse pas du jour au lendemain. Pour renaître, l'industrie du vêtement aura aussi besoin d'ouvriers et d'ouvrières bien formés, d'agriculteurs et d'agricultrices qui savent produire de la fibre de qualité, d'entrepreneurs et entrepreneuses pour créer ou reprendre des usines, de fonctionnaires qui orientent la commande publique, de marques qui jouent le jeu en achetant du Made in France, de terrains mis à disposition par les collectivités pour implanter des usines. On aura besoin de changements dans la culture de consommation, parce que même avec des machines dernier cri et une harmonisation des normes sociales et environnementales, fabriquer un vêtement en France coûtera toujours plus cher que fabriquer au Bangladesh. Il faudra donc aller vers plus de sobriété, accepter d'acheter moins de vêtements et de les réparer plus souvent. Tout ça, ça va prendre des années, ça va prendre des décennies sans doute, mais pour y parvenir, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui partagent cette vision. Il est hautement souhaitable, mais aussi tout à fait possible de refabriquer chez nous les vêtements que nous portons. La France peut réapprendre à s'habiller seule, et elle a intérêt à le faire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julia. On a un petit temps pour des questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que Julia a abordé, il y a beaucoup d'éléments. Donc, oui, je vais démarrer alors à ce moment-là. Je voulais savoir avoir un peu plus de précision justement sur cette avancée au niveau du Sénat ou de l'Assemblée sur la fast fashion ou l'ultra fast fashion. On en est où vraiment? Ouais. Parce que je crois qu'il y a un petit décalage, me semble-t-il. Oui, alors, donc, je vous fais un petit point sur la loi. Donc ça, c'est une loi qui a été portée il y a plus d'1 an. Et en gros, elle fait le constat que le modèle économique de la fast fashion est en train de détruire l'économie française, l'écologie, enfin en tout cas le secteur textile. Qu'est-ce que c'est la fast fashion? C'est le fait de faire ces modèles économiques qui nous fait consommer vite des vêtements. Et pour ça, elle s'appuie sur 2 piliers, les bas prix et les incitations à consommer. Les délocalisations, tout ce qui fait baisser le prix des vêtements, et les incitations à consommer, c'est le renouvellement permanent des collections, le fait d'avoir beaucoup de choix, le fait d'avoir tout ce qui fait qu'on consomme plus que de raison. Et donc cette loi se dit, ok, on va freiner le modèle de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Pour vous dire en gros, la fast fashion c'était Primark, H&M, et l'ultra fast fashion c'est Shein. Tout le monde a entendu parler de Shein et Temu? Vous êtes sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. Et donc, ce que fait la loi, elle fait 2 choses, globalement. Elle fait une interdiction de la publicité pour Shein et Temu, donc pour cette ultra fast fashion, qui vraiment se développe, comme c'est des plateformes qui sont uniquement en ligne, elle se développe à coup de pub. C'est incroyable qu'il y ait une interdiction de la publicité sur un critère de pollution. Ça n'existe pas en France. C'est-à-dire que la Convention citoyenne avait essayé de faire ça sur les voitures, sur les SUV, ça n'a pas marché. C'est un précédent, et j'espère qu'il y a d'autres industries qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et la deuxième chose que fait cette loi, c'est des bonus-malus sur l'impact écologique des vêtements. Donc là, pour l'instant, dans le texte qui est précisé, c'est qu'il y aura des malus en fonction du coefficient de durabilité extrinsèque, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est calculé en fonction de la largeur de gamme. C'est-à-dire plus une entreprise elle propose de nombre de vêtements, plus elle sera pénalisée. Et l'indice de réparabilité. C'est-à-dire que si c'est plus cher de réparer que d'acheter neuf, on considère que c'est pas bien. Donc ce que ça va pénaliser, c'est les marques de fast fashion qui ont des très bas prix et des très grandes collections. Donc c'est plutôt cool pour le Made in France. Parce que l'avantage du Made in France, c'est que c'est très rare d'avoir des très bas prix. Pourquoi? Parce qu'on produit bien chez nous. Faut arrêter faut en être fier, quoi. Donc c'est quelque chose qui va cibler la fast fashion, l'ultra fast fashion. Alors est-ce que ça va sur les pénalités? Est-ce que ça va cibler plus seulement l'ultra fast fashion ou seulement la fast fashion? Ça, c'est ce qui va être négocié en CMP, donc commission mixte paritaire, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée se mettent ensemble pour affiner le texte. Et donc nous, la question sur laquelle on se bat, c'est qu'il y ait des seuils progressifs. Il faut que Shein paye beaucoup, que Primark moyen, et que Kiabi un petit peu. Pourquoi ça? En fait, ça leur permettra de faire évoluer leurs pratiques pour qu'ils arrêtent la course en avant des incitations à consommer. Et l'autre chose est du bas prix, qui est quand même en dessous de 4 € un t-shirt. Je sais même plus ce qui se passe, quoi. Et ça continue de baisser. En fait, c'est vraiment un délire, le monde du vêtement. Le prix des vêtements continue de baisser. Et l'autre chose sur laquelle on veut se battre pour la CMP, c'est de flécher les bonus. Parce que si tu flèches pas les bonus, c'est la fast fashion qui va les récupérer. C'est vraiment comme c'est dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, c'est l'éco-organisme Refashion qui gère tout ça. Et l'éco-organisme, sa gouvernance est assurée par les propres metteurs sur le marché et donc essentiellement ceux qui vendent le plus de vêtements, donc les marques de fast fashion. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui est fixé dans la loi, on risque d'avoir globalement H&M qui récupère l'argent de Chine. Ce qui n'est pas ce qu'il faut, c'est que ça soit vous qui récupériez l'argent. Ce qu'il faut, c'est que cet argent, il aille aux marques qui utilisent du lin bio, qui font fabriquer en France, qui font filer en France et tout. C'est vers ça qu'il faut flécher. Donc nous, on va travailler sur ce sujet pour essayer de trouver les meilleures formulations d'amendements possibles. Et ensuite, il faudra sans doute mettre un peu la pression au ministère et aux députés et sénateurs pour ça, parce que on les a vus là, nous les lobbies en face de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Ils ont de l'argent, ils sont très forts, ils sont très habiles et ils ont leurs entrées. Et ils arrivent à avoir des porte-paroles dans les médias, etc. Donc ça va être très important. Donc cette CMP, c'est en septembre-octobre. Donc je vous recontacterai, je vous enverrai un texto à chacun à ce moment-là. Mais il faudra sans doute mettre la pression sur ce truc-là. Et moi, je pense que la parole des agriculteurs, des tailleurs, des filateurs, en tout cas des gens qui font des vraies choses, quoi, qui sont pas juste lobbyistes, ça, c'est fort, quoi. Question. Bonjour.
Tu évoques le sujet du changement de la culture de consommation. Selon toi, quels sont les leviers principaux sur lesquels on peut agir pour atteindre une masse critique plus forte au niveau des changements des consommateurs et de la prise de conscience sur tous ces sujets-là, ce qui est très dur. Voilà. Alors c'est super dur parce que, comment ça se fait que les gens ils achètent 50 vêtements neufs par an ? Cette envie de surconsommer, c'est parce qu'elle est alimentée par un système qui investit des milliards, littéralement. Hein, c'est des milliards d'euros ou de dollars qui sont investis pour nous faire désirer des choses. C'est ça le principe de l'industrie textile. Donc à travers le renouvellement des collections, à travers la publicité et tout. Donc pour lutter contre ça, c'est hyper dur. Donc tu peux avoir des éléments rationnels, tu peux avoir des éléments de... Enfin moi par exemple, je pense qu'à partir du moment où tu as près de toi des gens les gens qui sont autour de vous, qui voient ce que ça implique de fabriquer un vêtement et tout, ça permet aussi de faire changer les mentalités. Il peut y avoir plein de choses. Enfin, il faut qu'on le dise plus, il faut qu'on le rende désirable, il faut qu'on ait des égéries, etc. Mais moi, je crois que la puissance en face est tellement forte que c'est seulement quand le modèle de la fast fashion sera plus possible économiquement que ça changera. C'est par la contrainte, parce que je veux dire, c'est humain. On a tous envie d'avoir plus pour moins cher. Enfin, c'est ce que l'industrie a bien compris. Donc, je crois à l'importance d'avoir des pionniers. Je crois à l'importance d'avoir des gens qui justement s'échappent de ce modèle de surconsommation parce qu'en fait ils peuvent dire mais c'est comme pour vous. Enfin, heureusement qu'il y a des pionniers en lin et chanvre bio. Ils disent regardez c'est possible et maintenant on veut faire plus. Et ils vont mettre des pressions politiques, médiatiques aux tailleurs, aux agriculteurs pour qu'on fasse plus en disant oui c'est possible. Et c'est la même chose qu'on doit faire sur la question de la consommation. Ça sera généralisé. En fait, pour moi, les pionniers mettent la pression et permettent que l'opinion publique change, ce qui permet de faire changer la loi. Et c'est la même chose sur la consommation de vêtements. Et là, pour l'instant, je pense que les gens ne voient pas trop le lien entre leur consommation de vêtements et la catastrophe écologique et économique du textile. Mais pourtant, ils voient la catastrophe écologique du textile. Mais en fait, là, c'est assez intéressant. Il y a une étude qui va sortir de l'ADEME qui montre que tout le monde a l'impression que c'est les autres qui surconsomment pas eux. C'est hyper drôle. Tout le monde est là. 50 vêtements. Putain, les gens, ils abusent. Alors que c'est tout le monde, quoi. Enfin, donc, je crois à l'importance des pionniers et je crois à l'importance de la réglementation et je crois que ça va ensemble. Oui, donc Serge Crutel, je suis expert textile et j'ai 50 ans d'histoire dans le textile. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Et naturellement, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire à savoir, la délocalisation, naturellement, s'est produite d'une part par ceux qui ont créé la grande distribution. Ça, c'est le premier point et ça, c'est l'histoire. Deuxièmement, on en récolte les fruits aujourd'hui et il est bien évident, ce que je disais la semaine dernière à Lyon, c'est que tout comme dans le recyclage, tout comme dans le biosourcé, on se retrouve complètement confronté à des incohérences. Par exemple, je vais vous donner qu'un chiffre. Sur 500 kilos de doudounes, pour le recycler, j'ai récupéré que 10 kilos de polyester. Donc ça montre le système tel qu'il est, c'est-à-dire à savoir, on fait des cahiers des charges qui sont plus ou moins suivis, on retrouve la matière sur le terrain pour essayer de le recycler et on essaye de trouver des solutions. Et tout comme dans le lin et comme dans le chanvre, on est confronté naturellement à ce problème de prix. Et tant qu'on ne mettra pas un coup de pied dans la fourmilière, ça ne marchera pas. Et c'est le problème numéro 1 et il faut combattre ça. Parce que je pense qu'on récolte ce qu'on sème, et c'est qu'à de le dire ici, naturellement, dans le milieu de l'agriculture. Et je pense que ça sera très important pour les futures générations à venir. Voilà ce que je voulais faire comme remarque. Merci. Ouais, je suis d'accord que c'est la course. Enfin, tout ça, c'est la conséquence de la course au bas prix. Et tant qu'on aura, mais la course au bas prix fait que les matières recyclées, elles ont du mal à trouver un marché et à être compétitives. La course au bas prix, ça fait qu'on délocalise de plus en plus. La course au bas prix, ça fait qu'on renonce au bio pour faire du conventionnel. En tout cas, la France ne gagnera jamais la course au bas prix. Donc il faut changer le cadre en fait de la compétition. Ça ne doit plus être la course au bas prix, ça doit être la course au mieux disant socialement et écologiquement. Enfin, il faut qu'on change les termes de la compétitivité, sinon on va perdre. Ceux qui gagnent la course au bas prix, c'est ceux qui exploitent et polluent le plus. Point. Merci beaucoup. Merci à vous.